On va parler vélo, on va parler cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans le coup tordu, il y a des interviews, il y a des previews. Je vous retrouve en solo pour le 302e épisode du coup tordu. Alors je fais un peu les épisodes, pas à l'arrache, parce qu'évidemment je les prépare au moment où j'allume les micros. Je sais précisément ce que je vais vous dire dans le podcast, mais simplement je connais pas mes horaires d'enregistrement du podcast. Là, ce soir, j'enregistre à 20h11. Hier, je pouvais enregistrer à 22h30. Donc voilà, compliqué de s'organiser avec Thibaut et avec Enzo, mais voilà, d'ici quelques jours ça devrait être un petit peu plus carré. Je pourrai à nouveau les prévenir, et quand ils seront dispo, ils reviendront bien évidemment dans le podcast, et je suis très très pressé de les retrouver. Je vous retrouve donc pour l'analyse et pour les pronostics de la 20e étape du Giro 2025. On va attaquer avec le message de prévention traditionnel, mais message très très important: jouer avec excès comporte des risques. Faites du management de bankroll, et vous n'êtes même pas obligé de jouer. Si vous le sentez pas, vous pouvez vous amuser aussi à chercher à savoir qui sera le vainqueur sans obligatoirement mettre de l'argent. Et puis maintenant, il y a plein de jeux de fantasy qui existent, même Side Limit, où vous pouvez jouer la Ligue 4. Et je rappelle que Side Limit n'est pas partenaire de ce podcast. Side Limit, la Ligue 4 est intégralement gratuite, donc vous pouvez jouer, vous pouvez vous amuser là-dessus. Et voilà, on n'est pas obligé de mettre de l'argent pour savoir et pour chercher à savoir qui sera le vainqueur. L'étape d'aujourd'hui, donc l'étape 19, victoire de Nicolas Prudhomme. Alors moi je vais revenir un petit peu sur l'analyse que j'avais de l'étape. Alors de toute façon, que ça soit en betting ou en cyclisme, soit on gagne, soit on apprend. Et aujourd'hui, très clairement, alors moi j'étais parti sur la victoire de Giulio Pellizzari. Alors on était resté sur la victoire en sec, parce que vous avez dû voir ce matin sur les réseaux sociaux, pas de top 3 avec des codes que je trouvais suffisamment sexy. Donc j'ai foldé les top 3. Vous me direz tant mieux pour la bankroll, parce que j'aurais mis une petite praline quand même sur le top 3. Et donc il y a un élément que j'ai clairement négligé dans l'analyse de cette 19e étape, et ça c'est une énorme connerie que j'ai faite, c'est la météo. Alors pas le fait qu'il fasse chaud, ça voilà, on avait des températures aux alentours de 28 degrés, ce qui était déjà le cas sur l'étape de la veille, mais voilà, ce qui est important de voir, c'est qu'on avait plutôt eu des étapes fraîches, les quelques étapes montagneuses qu'on avait eues, on avait plutôt eu du temps frais, voire du mauvais temps, c'est souvent le cas sur le Giro, et on voit que quand on rajoute 15-20 degrés au compteur, ça change un petit peu les valeurs entre les coureurs. Alors je sais que certains sont pas d'accord, j'ai déjà eu des débats là-dessus sur les réseaux sociaux, mais quand on écoute les coureurs quand même, ils le disent d'eux-mêmes. Tadej Pogačar, lui, il adore le mauvais temps, et il le dit, et il le revendique. Et on sait que du côté de la Visma, s'il y a un petit mini talon d'Achille pour Tadej, ça serait des courses caniculaires à plus de 42-43 degrés. Vingegaard, c'est un petit peu ce qu'il attend, parce que lui, il souffre beaucoup moins que Tadej sous la chaleur. Maintenant, les équipes ont des outils pour travailler là-dessus. Rappelez-vous de Thibaut Pinot, il y a quelques années, au milieu de sa carrière, il a pris quelques tôles, parce que justement il avait du mal par grande chaleur, et ensuite il avait essayé d'améliorer ça en faisant des entraînements en sauna. C'est assez simple, vous mettez un vélo d'appart, vous faites une séance d'une heure et demie en sauna, et puis forcément votre corps va s'habituer à la chaleur. Il y a un truc que les équipes n'ont pas encore réussi à régler. Je pense pas que ça soit tellement le problème de la chaleur qui pose problème aujourd'hui aux coureurs, c'est le problème des changements de température, à savoir des coups de chaud. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le sport en général. Vous regarderez par exemple sur les matchs de Ligue 1, chaque fois qu'on a un changement de temps, on se retrouve avec des matchs un peu pourris, il y a des 0-0 à la mi-temps, ça dort un peu. Voilà, changement de temps, ça fait souvent des matchs plutôt amorphes. Dans le cyclisme, on voit que David Gaudu par exemple, les changements de température, quand on passe de froid à chaud, de plusieurs degrés, il déteste ça. Remco, on l'a déjà vu prendre des casquettes aussi dans ce genre de situation. Pas plus tard qu'hier, Dorian Godon a dit lui-même qu'il avait du mal avec les changements de température. Je pense que tout simplement, quand ça arrive, le corps humain a besoin d'une certaine adaptation, et certains coureurs s'adaptent mieux que d'autres. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette étape-là ? On peut se dire que Del Toro, alors j'ai aussi un petit peu surestimé, je pense, la difficulté de l'étape, mais on peut se dire que Del Toro, la chaleur, c'est plutôt quelque chose qu'il aime bien, et peut-être qu'il est aussi un petit peu moins fort. Alors il est pas nul sous mauvais temps, sinon il aurait perdu son maillot rose bien évidemment, mais il est peut-être un petit peu moins performant
par mauvais temps. On sait qu'un mec comme Richard Carapace, lui, il adore courir avec les extrêmes. Voilà, un temps abominable ou une forte chaleur, c'est ce qu'il aime. Richie, il aime les conditions extrêmes. À l'inverse, on sait qu'un coureur comme Simon Yates, lui, les conditions extrêmes, que ce soit très très chaud ou très très froid, il a souvent un petit peu de mal. Et enfin, j'arrive à mon pic du jour, à Giulio Pellizzari. Alors c'est un coureur comme Del Toro, finalement. Del Toro, Pellizzari, c'est des coureurs sur lesquels on n'a pas encore énormément de recul. Et peut-être que Giulio Pellizzari, à défaut de ne pas aimer la chaleur, parce que il perfera, bien évidemment, à un moment donné, sous son grand beau temps, mais peut-être que Pellizzari, les changements de température, peut-être que il a encore un petit peu de mal avec ça. Rappelez-vous de son Giro l'année dernière, qui était très très bon. Il finit 2e du Grand Prix de la Montagne et il finit 14e, il me semble, au classement général. Giulio Pellizzari, l'année dernière, le Giro, le temps était quand même relativement froid sur l'ensemble du Giro. Là, pour la première fois, on doit le faire une étape à 28 degrés. Il devient pas nul, mais il est un petit peu en dessous de ce qu'on a vu sur les étapes de montagne précédentes. Donc tout ça, c'est des choses à noter, c'est des choses à retenir. Moi, je pense que le coup tordu, je suis là pour très très longtemps. Voilà, mais je peux disparaître du jour au lendemain. Donc vraiment, c'est aussi des choses qu'il faut que vous reteniez et que vous notiez. Et des fois, on note comme ça des petites choses, des petits indices. On a des petits ailes sur les coureurs et ça nous sert 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après. On les ressort à ce moment-là et ça nous fait passer un pari. C'est comme ça que à long terme, on peut réussir à battre les bookmakers. Pour ce qui est des bêtes aujourd'hui, certains ont vu aussi sur X, sur Twitter, dans la matinée, je vous ai donné un pic sur le Tour de Norvège et ça, c'est j'ai envie de dire ma plus grosse frustration du jour parce que j'étais parti sur la victoire de Jan Kristen et pour ceux qui ont vu l'arrivée de l'étape du Tour de Norvège, il se fait manger à 150 mètres de l'arrivée. Je l'avais pris vainqueur et top 3. Je vous avoue que quand il a fait un écart et qu'il avait encore on va dire un bel écart aux 400-500 mètres, j'étais pas serein, mais je me disais quand même ça part bien et j'étais en train de me dire que l'analyse était pas conne. On pouvait se demander si les UAE jouaient avec Covey ou jouaient avec Kristen. Bon, là on l'a vu clairement à la jambe, c'était Kristen. Alors pour ceux qui ont regardé la course également, vous avez dû voir qu'il y avait un petit talus aussi à 8 km de l'arrivée. Je me demande si le Suisse a pas fait une connerie en attaquant déjà une première fois. Alors ça n'a pas été une grosse attaque, mais est-ce qu'il n'a pas été lâché déjà une cartouche dans cette ascension-là qui au final lui a coûté à minima la victoire, qui lui a peut-être coûté le top 3. En tout cas, moi, clairement, ça m'a coûté un bet. On va basculer sur donc la preview de la 20e étape du Giro. On fera un petit point side limit demain pour voilà le podium en Ligue 1. Ça semble clairement joué désormais entre Thomas, il y a Johnson et Steph Lebelge qui vont se bagarrer pour la 2e place. On en reparlera. Je vous redonne quand même notre code de parrainage pour participer au prochain tirage au sort. On vous offre des rewards régulièrement. On continuera de le faire même après le Giro. Voilà, on vous offre 1 à 2 rewards par semaine dans le coup tordu. Donc pour ceux qui passent par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, vous intégrez tous les tirages au sort avec des rewards que je vous offre. Je rappelle également que le Tour de France approche. On est à 5 semaines du Tour de France et les gros prize money sur Side Limit, c'est sur le Tour de France. 500 balles à la gagne l'année dernière sur la Ligue 1, 500 balles à la gagne l'année d'avant sur la Ligue 1. Donc si vous avez envie d'être armé, envie d'être équipé, je dis ça pour les managers qui sont dans le jeu et qui sont, on va dire, peu actifs dans le jeu ou alors qui jouent en Ligue 4, c'est peut-être le moment de passer à la vitesse supérieure. Et pour ceux qui sont pas encore sur Side Limit, vous pouvez toujours intégrer le jeu. Ça va jouer pour le Tour de Suisse, pour le Dauphiné, ça joue pour pas mal de courses qui ont lieu actuellement, pour le Tour de Norvège, pour le Tour d'Iran, enfin ça joue pour énormément, le Alpe Isère Tour, ça joue pour beaucoup de courses. Donc passez par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Voilà, et si vous avez des questions sur le jeu, je vous répondrai bien évidemment. Donc la fameuse étape de Sestriere. Alors voilà, 20e étape. L'échappée va être un petit peu plus facile à contrôler qu'aujourd'hui. Bon, Nicolas Prudhomme, bien évidemment, exploit monumental. Et puis c'est un bel ambassadeur pour le cyclisme en France. C'est un coureur éminemment sympathique qui dégage quelque chose. Donc on est forcément content pour Nicolas Prudhomme. Au passage, Decathlon AG2R, c'est, on le savait déjà, mais c'est de manière claire, nette et précise la meilleure équipe française. Et aujourd'hui de très très loin. Donc
Vous pouvez aller voir la preview sur la preview de Thibaut sur le site Vélo Futé. Bon, en gros, on a 80-90 bornes de plat avant d'attaquer une petite ascension, et ensuite on va sur le col de la Finistrée avant de redescendre et de remonter sur Sestrières. On aura la Cima Coppi de ce Giro 2025 avec le point cumulant à 2178 mètres d'altitude. Ça va jouer dans la Finistrée. Si Richard Carapaz veut gagner ce Giro, il doit absolument attaquer dans la Finistrée. C'est un col qui est complètement taillé pour lui. On a 18 km et demi d'ascension. On est sur une ascension d'1 heure. C'est parfait pour un Sud-Américain. On va rajouter également qu'on va dépasser les 2000 mètres d'altitude. C'est aussi parfait pour les qualités de Richard Carapaz. Alors maintenant, est-ce que les IF vont réussir à contrôler la course ? Est-ce que d'autres équipes vont venir aussi avec les IF pour tenter de jouer un GC Day ? Est-ce qu'on va se remettre à rouler du côté de la Bora, ou est-ce qu'on va pas tenter un pic échappé avec Dan Felipe Martinez ? Ça, j'en sais rien. C'est vrai que, en plus, vous avez vu, dans le sprint final, Pellizzari est tombé. Je pense pas qu'il se soit fait très très mal, mais on pourrait aussi donner la chance à Dan Felipe Martinez d'aller chercher la victoire d'étape. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'y avais pas pensé, mais je suis en train de me dire que Dan P sur ce type d'étape, ça reste un très très beau pic échappé. En tout cas, le placer dans l'échappée, et puis pourquoi pas le faire en sorte qu'il puisse aider Pellizzari si à un moment donné il est repris. IF pour contrôler la course. Alors les UAE vont la rejouer défensif, bien évidemment, et c'est bien normal. La deuxième équipe qui pourrait éventuellement venir contrôler avec les IF pour jouer un GC Day, et pour moi la clé ça va être un petit peu cette équipe, c'est les Israël. Derek Guy finit bien le Giro. Il est 4e. Je pense que Adam Yates est prenable. Je pense que là, à la vue de la forme qu'a Derek Guy en cette fin de Giro, peut-être qu'il se dit que Adam Yates, Simon Yates est prenable. On a vu les Visma qui étaient plutôt défensifs. À mon avis, Simon, malgré son classement général, c'est pas l'immense Simon Yates qu'on a pu connaître à la fin des années 2010. Donc, pour moi, je pense que Israël Premier Tech a tout intérêt, comme les IF, à aller jouer sur un GC Day. Est-ce que ça suffira ? J'en sais rien. Et c'est vrai que là, je me retrouve un petit peu le cul entre deux chaises au niveau des bêtes. Soit jouer une victoire en sec de Richard Carapaz, une victoire à 3, soit jouer la victoire de Richard Carapaz au classement général. Et là, on a une cote à 2,10. C'est un peu compliqué. Je pense toujours qu'il va remporter le Giro. Imaginons que je prenne sa victoire au classement général, mais qu'il remporte l'étape, mais qu'il ne remporte pas le classement général. Et imaginons l'inverse. Je prends la victoire d'étape, il va chercher Isaac Del Toro au classement général, mais le pic était sur l'étape. Alors, faut faire un choix. C'est assez compliqué. Encore une fois, cette ascension de la Finistrée est complètement taillée. Ah oui, je vous ai pas dit un petit mot de la météo également pour avoir de la pluie en milieu d'étape. Et comme on va monter à 2000 mètres d'altitude et même plus, on va avoir des conditions forcément un petit peu plus fraîches que ce qu'on a eu sur l'étape d'aujourd'hui. Donc, ça pourrait aussi un petit peu réabattre les cartes. Donc, bon. Alors, j'ai fait mon choix, je vais aller sur la victoire d'étape de Richard Carapaz. Voilà, la cote elle est à 3, je vais partir sur 0,15% de bankroll, la victoire de Richie. Encore une fois, incertitude du scénario. Je me dis qu'il y a peut-être des mecs un petit peu dangereux au classement général, genre entre la 10 et la 20e place qui vont sortir. Donc du coup, les mecs qui sont entre 5 et 8e vont pas vouloir lâcher leur carte. Donc voilà, va falloir qu'il y ait un concours de circonstances aussi qui ramène sur un GC Day. Ça peut aujourd'hui, je vous en avais parlé, ça peut être aussi un pic échappé, ça serait pas surprenant, mais enfin voilà. Pour moi, Richard Carapaz, la cote à 3, je lui donne à peu près 40-45% de chances de remporter l'étape. Donc pour moi, il y a valu victoire de Richard Carapaz sur l'étape à 0,15%. La deuxième étape qu'on va analyser, c'est la troisième étape du Tour de Norvège. Alors là, pareil, je vais être assez rapide. Finale de l'étape, alors logiquement il ne devrait pas pleuvoir en Norvège, on n'aura pas les conditions météo qu'on a eues sur la première étape. On a un talus, de 3 petits kilomètres à 7,8% de moyenne. C'est donc assez raide. Sur ce que j'ai vu aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun problème sur la victoire de Jan Christen. De toute façon, il faisait ses écarts
sur le punch. Quand on était sur on va dire sur des pourcentages, dès qu'on était sur du plat, il se faisait un petit peu reprendre par les mecs derrière. Petit danger sur Maxime Van Gils qui me semble pas non plus complètement à la rue, mais enfin encore une fois ce que j'ai vu sur cette troisième étape la deuxième étape du Tour de Norvège, Jan Christen au niveau du punch est largement au-dessus de tous ses adversaires. Donc ça va être à lui d'être intelligent, ça va être aux UAE d'être intelligent, et ça sera à lui bien évidemment de placer et de faire l'effort au bon moment. Donc voilà, il y a les jambes pour Christen. Maintenant va falloir juste mettre la tête avec, et je pense qu'on a les compétences nécessaires à la fois chez Jan Christen et à la fois du côté des UAE pour réussir à trouver la bonne stratégie en place pour on va dire apprivoiser cette dernière côte du Tour de Norvège. La cote elle est à 2,5. On sera sur 0,25% de bankroll. Voilà, Jan Christen à qui je donne à peu près 60-70% de chance de remporter l'étape, donc 0,25% de bankroll pour une cote à 2,5. Donc je vous rappelle les pronos du jour. Donc 20e étape du Tour d'Italie, Richard Carapaz 0,15% de bankroll, cote à 3. Ça sera réajusté en fonction de ce que je vais trouver, je vais prendre les pics juste après avoir terminé le podcast. Et la victoire de Jan Christen sur la 3e étape du Tour de Norvège, 0,25% de bankroll et la cote à 2,5. Vous pouvez vous abonner à tous les réseaux sociaux du Coup Tordu. Ah oui, je voulais vous remercier, vous avez laissé plein de petits commentaires sur Apple Podcast. Je vous en avais parlé il y a 2-3 jours. Je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup de notes sur Spotify. On avait énormément de notes. Et je trouvais que on avait un petit déficit de notes et de commentaires sur Apple Podcast. Et vous êtes super sympa. Il y a eu plein de commentaires. C'était vraiment, vraiment gentil. Donc merci à ceux qui ont pris le temps de nous laisser des petits messages. Je me rappelle des pseudos. Il y avait Cycling. Il y avait quelques gars. Donc merci à tous. Vous faites avancer la cause du Coup Tordu. Donc content que ça vous plaise. Donc les réseaux sociaux du Coup Tordu, Facebook, Twitter, Instagram et X et TikTok évidemment. Et puis Thibaut, vous le retrouvez sur son site Thibaut Chambre. C'est preview à retrouver sur le site Vélo Futé, le meilleur site qui existe. Et Enzo également avec son site The Big Gear, les previews également et les pronos d'Enzo à retrouver sur son site The Big Gear. Merci pour ce Coup Tordu. Je sais pas si on se retrouvera pour l'analyse de la 21e étape. J'ai horreur je déteste, je vais vous dire, sur les grands tours, je déteste la dernière étape. Alors le Giro un petit peu moins parce qu'on sait que quand le Giro s'arrête, le Tour de France arrive, on a le Dauphiné, toujours c'est sympa. Mais très souvent, il m'est arrivé de zapper la dernière étape du Tour de France parce que ça me fout le cafard. Mais vraiment, ça me fout le cafard. C'est un peu comme un dernier jour de classe dans une classe avec des gens avec qui tu t'es bien entendu. C'est pas des atmosphères que j'aime. Donc je sais pas si on fera une preview pour la dernière étape du Giro. En tout cas, puis on se refera un petit bilan sur les PLT sur les réseaux sociaux. Ça va être positif au niveau des PLT, sauf catastrophe. Ce qui me fait un peu chier, c'est que Steinhauser est passé devant Wout Poels au classement des grimpeurs. On avait pris un petit PLT en début de Giro, mais avec Fortunato, avec Mats Pedersen, on devrait quand même réaliser. Et puis le top 10 de Egan Bernal, on devrait réussir quand même quelque chose de bien au niveau des PLT sur le Giro. Un petit mot également, je vous avais parlé d'un podcast avec Benoît Tréanton. Je vous le donne le nom, d'ailleurs, ça s'appelle Dans la tête d'un parieur, un podcast entièrement consacré au betting. Vous allez avoir l'épisode 0 assez rapidement. Voilà, là c'est une question de jours, je vous tiendrai au courant, bien évidemment, je serai là pour filer un coup de main à Bebe et pour animer tout ça, donc je vais vous reparler de tout ça très très vite. Allez, ciao les amis.